De retour sur le plateau de l'Access pour ce dernier quart d'heure, toujours avec Greg Massard. Vous allez bien, Greg, ça va? Ça va, ça va. Et on reçoit aujourd'hui Tahar Manahi. Bonjour Tahar. Bonsoir. Vous êtes alpiniste. Nous recevons un alpiniste tunisien qui essaye de gravir les 7 plus hauts sommets du monde et de marquer également l'histoire. Tahar Manahi, je l'ai dit, vous avez 27 ans. Vous êtes né à Sousse, en Tunisie. Vous êtes venu en France en 92 avec votre famille. Vous avez toujours rêvé d'être pompier, rêve que vous avez réussi à atteindre en 2009. Vous devenez sapeur-pompier à Massy, en région parisienne. C'est toujours le cas? Exactement. Toujours le cas. Vous êtes passionné d'alpinisme depuis vos 13 ans. Vous avez là aussi gravi tous les échelons dans la quête de votre rêve, celui de gravir les plus hauts sommets du monde. Vous avez gravi notamment le Mont Blanc. Je ne sais pas si on prononce bien l'Aconcagua, Exactement. dans la Cordillère des Andes, qui est surnommée le Colosse de l'Amérique. L'Elbrus, dans le Caucase, qui culmine à plus de 5600 mètres. Vous faites partie aujourd'hui, évidemment, en tout cas pour moi, de grands alpinistes. Vous faites des grandes choses. En 2011, vous assistez, comme le monde entier, à la révolution tunisienne. Évidemment, ça vous touche. Depuis ce jour-là, un nouveau rêve vous anime, planter le drapeau tunisien en haut du plus haut sommet du monde, le toit du monde, l'Everest. Et vous dites c'est le symbole de l'ascension d'une nation, c'est le nom de votre association, c'est ça? Exactement. Racontez-moi un peu comment vous êtes venu cette idée assez originale, et on parlera après plus à proprement parler de l'Everest. Ben, comme vous l'avez dit, en fait, le projet est né le fait de voir une jeunesse tunisienne un peu déboussolée, un peu amère. Et je me suis dit, à ma manière, à mon échelle, comment je pouvais essayer d'inspirer les plus jeunes à rêver, à entreprendre et aller jusqu'au bout de leurs rêves. Et chacun son domaine de compétences. Le mien, c'est les pompiers et c'est l'alpinisme. Et c'était un peu dur de révolutionner les choses sur le domaine des pompiers, donc j'ai choisi l'alpinisme, les grands espaces pour essayer d'inspirer les plus jeunes à rêver et à entreprendre. Greg? Ouais, on sent bien que derrière ça, il y a une volonté de partager des valeurs, de partager un message. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux jeunes Tunisiens? Au fond de vous, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils ressentent? Des obstacles, tout le monde en rencontrera, on en rencontrera tous. Et on en aura peut-être des centaines, on échouera peut-être une dizaine de fois. Mais il y a un sentiment, quand on se bat coûte que coûte pour obtenir son rêve, aller jusqu'à l'aboutissement de son rêve, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de se battre jusqu'au bout. Et j'en suis un peu l'exemple. J'ai échoué à plusieurs reprises sur cette route de l'Everest. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Et ces échecs m'ont appris vraiment ce que c'était que la détermination. Je pense que cette détermination, j'essaie de l'insuffler aux plus jeunes. Parce que j'ai rencontré des jeunes Tunisiens qui me disaient « mais on essaye, ça ne marche pas, on nous met des bâtons dans les roues ». Et j'en ai eu. J'ai eu ici des bâtons dans les roues, j'ai aussi échoué. Et c'est un peu cette façon, avec ce projet et tout ce qu'il emmène. Alors effectivement, une ascension, il y a la difficulté physique, psychologique, mais il y a aussi, on voit des images derrière qui rappellent un peu les ascensions. L'ascension, elle peut être aussi symbolique en termes de, comment vous dire, on peut utiliser, beaucoup utilisent le terme l'Everest, c'est mon Everest. Voilà, certains utilisent. Aujourd'hui, moi, je le concrétise au sens propre. Et pour les jeunes Tunisiens, c'est un Everest aussi d'obtenir quelque chose de meilleur pour eux. Vous l'avez dit, vous avez déjà essayé plusieurs fois, au moins une fois en tout cas, en avril 2015, vous avez failli réussir ce rêve puisque vous aviez déjà préparé cette expédition. Après 7 jours de marche accompagné de votre Sherpa, vous atteigniez le 10 avril 2015 à 12h40 le camp de base numéro 2 sur le versant sud de l'Everest, côté népalais. C'est le camp de base le plus renommé de la planète, non? Oui, c'est le plus renommé, le plus sollicité, malheureusement, tristement. Beaucoup de monde et beaucoup trop de monde. Le côté négatif. Ouais. S'en suivent plusieurs semaines d'acclimatation à l'altitude, puisque vous ne partez pas tout de suite à l'ascension de l'Everest et de préparation logistique, avant donc d'être un des rares à grimper au sommet de l'Everest. Mais votre tentative est stoppée le 25 avril, soit 15 jours après votre arrivée. Un violent séisme de 7,9 survient au Népal, causant 8000 morts au Népal et des dizaines de blessés sur le camp de base où vous êtes. Mais pas vous, ce 25 avril 2015, vous survivez au tremblement de terre, mais le projet s'arrête. Racontez-nous un peu cette journée. C'est une journée que je souhaite à personne, que vraiment survient le séisme ce 25 avril, c'était un samedi matin. Tous un peu déboussolés. Si l'Himalaya est ce qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il est sur une plaque tectonique et forcément ça bouge.
Mais vivre un séisme d'une telle ampleur, c'est quand même assez perturbant. Puis en montagne, on se prépare à beaucoup de risques, beaucoup de dangers, mais pas forcément celui-là. L'avalanche, le froid, C'est ça, on imagine beaucoup de choses, un problème médical, un problème technique, mais on n'imagine pas l'avalanche, on n'imagine pas le séisme. Et surtout, ce qui nous a causé beaucoup de tort sur le camp de base, ça a été cette grosse avalanche qui a rasé les 3/4 du camp de base et qui, tristement, a emporté beaucoup d'alpinistes cette année-là. J'imagine que ça doit être compliqué derrière de repartir, pas de zéro, mais de se remotiver pour essayer de concrétiser ce projet. Comment psychologiquement et physiquement on se prépare comment vous préparez à cette nouvelle tentative? Sachant que là, vous perdez tout, le matériel. C'est ça. Et financièrement aussi, j'imagine que ça doit... Tout ce que vous avez engagé est perdu, il faut imaginer. Mais il vous reste quand même votre force mentale, non? C'est ça, mais je pense que c'est un peu le maître mot dans cette aventure. On est rentré du Népal, le cœur gros d'avoir le sentiment d'abandonner les Népalais dans cette triste histoire. Mais il nous a fallu quelques jours. On avait un sentiment d'inachevé, on avait un sentiment de ne pas être allé jusqu'au bout de quelque chose. Je pense que beaucoup de sportifs peuvent comprendre ce sentiment-là. On est rentré, il nous restait très peu de budget. Et on a décidé d'utiliser quand même l'acclimatation que j'avais eue au Népal pour faire un sommet. Et là, on prend la direction de la Russie et l'ascension de l'Elbrus 3 semaines après notre retour du Népal pour finaliser quelque chose, pour ne pas s'arrêter sur un échec, pour que psychologiquement on puisse rebondir et se repréparer pour l'Everest. Justement, on va reparler de l'Everest puisque vous allez repartir donc là en avril-mai prochain. Vous êtes sur le point de retenter, d'aller planter enfin le drapeau tunisien, puisque ça n'a jamais été fait, c'est ça, le drapeau tunisien. Tout à fait. C'est le seul pays du Maghreb, c'est ça, qui n'a jamais planté. C'est ça, ce serait une première historique. Et puis il y a le symbole pour mon pays natal derrière. La Tunisie. Donc vous repartez au mois d'avril. C'est 4 heures d'activité par jour, j'ai lu un peu dans vos dossiers de presse. Comment on se prépare pour une ascension aussi bien psychologiquement que physiologiquement? Alors, j'ai fait appel donc depuis maintenant 2 ans et demi que je prépare cette ascension de façon intensive. Ça fait des années que je pratique l'alpinisme, mais la partie intensive, j'ai sollicité 2 coachs. Un qui me suit depuis très longtemps, qui est Vincent Luneau, un triathlète, et Frédéric Hurlin, qui est lui spécialisé en hypoxie. Ces 2 coachs m'accompagnent donc sur une préparation. C'est quoi juste l'hypoxie? L'hypoxie, c'est le manque d'oxygène. D'accord. C'est le travail. Je pense qu'on avait perdu du monde. Donc. D'accord. Donc vous travaillez sur le manque d'oxygène. Voilà. Et donc, Vincent Luneau, lui, se charge de la préparation au quotidien. Donc, comme vous disiez, 4 heures de sport par jour, le matin, le soir. C'est réparti. Les champions d'Ironman, ça ne doit pas être un comique. Hein. Non, c'est pas un temps. Donc, réparti entre du fond, de la course à pied, du vélo, de la natation et du renfort musculaire l'après-midi. Et en plus à ça, on ajoute une semaine de préparation montagne, donc au CESI, où en France, on a la chance d'avoir des infrastructures qui sont très performantes, avec une chambre hypoxique, où on peut simuler l'altitude. Dans cette chambre, on peut aller jusqu'à 5300 mètres d'altitude. Et là, vous allez monter à combien au haut de l'Everest? 8848 mètres. On est encore bien loin. Donc on peut pas, ça ne se simule pas, ça? Non, ça ne se simule pas. Combien de temps on met pour monter l'Everest? Et deuxième question, qu'est-ce qu'on ressent en haut? Parce que moi, à part dans un avion ou à 2500 mètres dans les Alpes, je ne suis jamais allé aussi haut. Et je me demande qu'est-ce qu'on ressent, comment notre corps réagit à une hauteur incroyable. L'ascension dure 2 mois. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très particulier. Il faut 7 jours, comme vous disiez, pour aller jusqu'au camp de base de l'Everest. Ensuite, une fois qu'on a établi ce camp de base, il faut établir les camps d'altitude. Pour l'Everest, ils sont au total de 4. On a donc 6000 mètres d'altitude. Le camp de base est à 5300 mètres. 5300 mètres d'altitude. On a déjà fait plus de la moitié. Ouais. 6000 mètres pour le camp 1, 6500 mètres pour le camp 2, 7200 mètres pour le camp 3 et 7992 mètres pour le camp 4. Donc, il faut 1 mois pour établir l'ensemble de ces camps. Donc, c'est déposer du matériel, de la nourriture, des tentes, etc. Le répartir donc, tout au long de ce chemin. Une fois qu'on a établi tout ça, on redescend, on se repose quelques jours au camp de base et on attend la fenêtre météo. Parce que même si on a fait tout ça, si la météo n'est pas clémente, malheureusement, ça ne marche pas. Et physiologiquement, on ressent quoi plus on monte Alors, comment se traduit le manque d'oxygène? L'hypoxie impacte directement le corps,
le cerveau, surtout, on réfléchit de façon plus lente. Les muscles sont... Oui, il y a beaucoup d'histoires sur l'Everest de gens qui, à plus de 7000 d'altitude, enlèvent leurs gants, Oui, c'est une font réalité. demi-tour, Ouais, partent à droite, partent à gauche. Ça vous fait pas peur, ça? Il y a quasiment eu 200 morts dans l'histoire de cette ascension. Tristement plus. Tristement plus. Ouais, beaucoup Et on plus. parle, enfin, j'ai lu, Non. il y a la Death Zone, il y a des corps, enfin C'est voilà, ça. il y a plein de rumeurs comme quoi il y a des corps un peu partout. C'est- Quelle température il fait là-haut, juste comme... Alors, au sommet, sans le facteur vent, il fait moins 32. Sans le facteur vent. Donc, vous rajoutez... Sans le ressenti, parce qu'on C'est ça. ressent, ouais. Après, on a ce qu'on appelle l'effet windshield. Et là, on peut descendre à moins 40, moins 50 aisément. C'est passé trop vite. Merci beaucoup d'avoir été. Regardez, nous, on vous soutient de notre manière. On a déjà été en haut de l'Everest. Hein. Voilà. On a planté le drapeau de l'Access en haut de l'Everest. Merci. On ne vous demandera pas de l'emmener. Vous avez suffisamment de quoi faire avec le drapeau tunisien. Je rappelle donc l'Ascension d'une Nation. Ça, c'est votre association. Tout à fait. Vous avez un site internet. C'est Je veux mon Everest. Je veux mon Everest.com. Hashtag je veux mon Everest sur Twitter. C'est ça. Vous avez besoin de fonds, Tout à fait. donc allez-y, Aujourd'hui, il manque cruellement de fonds pour pouvoir boucler l'expédition. allez sur le site. Vous avez le site internet et vous avez aussi la page Facebook qui s'appelle l'Ascension d'une Nation, où on partage jour par jour l'ascension. L'ascension. Ah, allez-y, parce qu'il y a plein de Ouais. beaux projets sur Internet, évidemment, plein de gens qui demandent de l'argent pour faire des projets sportifs, mais celui-là nous tenait à cœur et on est ravis de Merci. vous avoir reçu. Merci pour l'accueil. On espère vraiment que ça va marcher et que cette fois-ci vous allez en haut et, Et on on espère vous attend. voir là-haut, ouais. On attend Ça va. évidemment les photos. Merci beaucoup Tard d'avoir Merci été avec nous. Merci beaucoup Greg Merci. d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Petite info programme, pas de DD Show ce soir, mais un documentaire exclusif. 48 heures au cœur de l'équipe de France de futsal. Jérôme Godard est allé les suivre notamment en Corse. Vous verrez, ça s'appelle 48 heures au cœur des Bleus et c'est à 21h sur Sport 365. Demain, vous retrouvez David Aïlo et jeudi, Alexandre Delperrier. Merci beaucoup Tard, merci Merci. beaucoup Greg, merci à vous. Ciao, bye bye.